Donc thématique du jour, prêt à usage, demi-pension, contrat au pair. Ma présentation va s'articuler en 2 temps. Alors évidemment une petite intro pour vous rappeler quel va être le régime juridique applicable. Ensuite, une partie dédiée à la rédaction du contrat de prêt à usage. La rédaction d'un contrat écrit n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais de recommandé. J'appuierai, j'insisterai sur les points qui sont, à mon sens, extrêmement importants afin d'éviter au maximum le litige. Et dans un second temps, on abordera à la fois les obligations des parties et les règles de responsabilité qui en découlent. Que l'on parle d'un contrat de prêt d'un liquidé, d'un contrat de demi-pension ou d'un contrat au pair, on sera toujours dans le même cadre juridique, à savoir le contrat, ce qu'on appelle le contrat de prêt à usage, ou le commodat qui est prévu aux articles 1875 et suivants du Code civil. Donc tout ce que je vais vous raconter, évidemment, fonctionnera pour ces 3 types de contrats, si ce n'est que vous verrez dans la rédaction de votre contrat écrit, il y aura évidemment certaines clauses potentiellement à adapter. Donc le contrat écrit est, on peut le répéter, évidemment recommandé pour des questions de preuve, que l'on soit dans la peau de l'emprunteur, du cheval ou du prêteur, il est évidemment très important de mettre par écrit l'ensemble des obligations au contrat afin d'éviter au maximum les litiges. Juridiquement, on va considérer qu'on se trouve dans le cadre d'un prêt à usage à 2 conditions. La première, c'est lorsqu'un cheval est mis à disposition évidemment d'une autre personne que son propriétaire. Et la seconde condition, c'est que cette mise à disposition du cheval, elle est gratuite. Ça peut paraître évident, mais c'est important au départ de reposer ces critères parce que, notamment lorsque l'on n'a pas de contrat écrit, on peut parfois se retrouver dans le doute, voire dans la confusion, par exemple avec un contrat de location, voire un contrat de pension d'un cheval. On a parfois des situations qui sont un petit peu compliquées à démêler. Donc, prêt à usage, ça signifie mise à disposition du cheval à titre gratuit. Attention, mise à disposition gratuite, cela ne signifie pas que l'emprunteur ne va pas assumer les frais d'entretien du cheval. Les frais d'entretien font partie intégrante de l'obligation, on le verra, de conservation de l'animal qui pèse sur l'emprunteur. Donc c'est bien à lui d'assumer les frais de pension et les frais d'entretien courants, vétérinaires, frais de maréchalerie, etc. Simplement, l'emprunteur ne va pas payer un loyer, ne va pas rémunérer le propriétaire du cheval pour cette mise à disposition. Les parties, je vous l'ai dit, très logiquement, on a d'un côté le prêteur qui met à disposition le cheval et de l'autre côté, l'emprunteur qui utilise l'animal. Le contrat de pension, évidemment, de pré-usage, pardon. Le contrat commence, comme n'importe quel type de contrat, par la désignation des parties. Ça peut paraître évident, mais c'est très important, tout simplement pour des questions d'opposabilité du contrat. On commence par désigner précisément qui va être le prêteur du cheval, qui va être l'emprunteur, pour savoir à qui on a affaire et qui est engagé par, par le biais du contrat. On précise les adresses, les mails et les numéros de téléphone. On rappelle ensuite dans son contrat quel va être l'objet. Donc, on l'a dit, une mise à disposition d'un cheval. On désigne évidemment de quel cheval il s'agit avec son nom et son numéro CIR. Et une mise à disposition qui est convenue gratuitement. Préciser la date de début du contrat de pré-usage, c'est également important. On peut, pour ce faire, indiquer à quelle date le cheval va être remis à l'emprunteur, tout simplement pour savoir, notamment si le cheval se blesse à une période qui est proche du début du contrat, pour savoir finalement si la responsabilité de l'emprunteur peut éventuellement être engagée. Important également à anticiper, lorsque le cheval est remis, on précise dans le contrat écrit
qu'il est remis accompagné de son document d'accompagnement, c'est-à-dire de son carnet, pour éviter, en cas de perte du document par l'emprunteur, que le prêteur ne puisse pas se retourner contre lui et lui demander, par exemple, la prise en charge des frais de duplicata. On a au moins la preuve que le carnet a bien été remis à l'emprunteur. La visite vétérinaire, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, mais on peut la recommander à la fois pour protéger le prêteur et l'emprunteur. Cette visite, elle permet d'attester l'état de santé du cheval au moment du début du contrat. Et si en cours de contrat, son état de santé se dégrade, ou au contraire, si dès le début du contrat de prêt, le cheval présente une fragilité, une pathologie, c'est important d'avoir la preuve de tout cela pour qu'ensuite, en termes de responsabilité, on n'ait pas trop de difficultés. Pour l'emprunteur, à prouver qu'au début du contrat, le cheval avait déjà cette pathologie, ou au contraire, si on est du côté prêteur et qu'on a remis un cheval en parfaite santé, pour pouvoir par la suite mettre en cause la responsabilité de l'emprunteur. On annexe évidemment le compte-rendu du vétérinaire au contrat et les parties déclarent avoir pris connaissance du contenu de cette visite. Utile dans le contrat également de rappeler les obligations de chacune des parties. On les détaillera tout à l'heure dans la deuxième partie, mais vous voyez d'ores et déjà que le prêteur de son côté, il s'engage à mettre à disposition son équidé. Ça veut dire à ne pas le vendre, à ne pas le retirer avant la fin du contrat et à laisser la possibilité à l'emprunteur de l'utiliser conformément à ce qui est prévu dans le contrat. L'emprunteur, de son côté, va, on l'a dit, assumer les frais d'entretien de l'animal, assurer sa conservation. On peut détailler ici les conditions dans lesquelles le cheval va être hébergé. Donc ça, c'est notamment le cas où le prêteur va avoir des exigences. Est-ce qu'il veut que son cheval soit au box, au pré? Est-ce qu'il veut qu'il soit nourri d'une certaine façon? Toutes ces exigences-là, elles doivent être mentionnées dans le contrat, toujours dans le but de pouvoir potentiellement reprocher à l'emprunteur de ne pas avoir respecté le contrat, si jamais ça arrive. On précise le lieu de stationnement de l'animal. Le cheval, il peut être logé chez l'emprunteur directement. Au contraire, il peut également être stationné dans une écurie. Si on est du côté du prêteur, pour se protéger, pour éviter que le cheval soit déplacé sans son accord, on peut ajouter une petite phrase indiquant que l'éventuel changement de lieu de stationnement d'hébergement du cheval doit nécessiter son accord préalable. Clause extrêmement importante, celle dans laquelle les parties vont préciser l'usage qui va pouvoir être fait du cheval. On indique très clairement ici pour quelle discipline l'emprunteur va pouvoir utiliser le cheval. Est-ce que ça va être du dressage, du saut d'obstacle, du complet, de la rando, tout ce qu'on veut? Est-ce que les compétitions vont être autorisées? Est-ce qu'on souhaite mettre des limites? Par exemple, un nombre de compétitions limité à 2 par mois, pourquoi pas? Si on a une demi-pension, c'est aussi dans cette partie-là qu'on va préciser les créneaux horaires pendant lesquels l'emprunteur pourra utiliser le cheval. Attention, quand vous rédigez votre contrat, il faut toujours que vous ayez en tête d'anticiper et de réfléchir en vous disant finalement sur quel point est-ce que potentiellement il peut y avoir un conflit, un litige avec l'autre partie et quelles sont les choses que j'ai véritablement envie de préciser par écrit pour qu'il n'y ait derrière aucune contestation possible. Et ça, c'est vraiment une clause extrêmement importante. On rappelle qu'au titre de la conservation et de l'utilisation du cheval, les frais de maréchalerie seront à la charge de l'emprunteur. Alors, autre clause très importante, point sur lequel il y a pas mal de contentieux, c'est celui de la répartition des frais vétérinaires. Donc, le Code civil nous dit que l'emprunteur doit assurer la conservation du cheval et le prêteur, de son côté, doit prendre en charge les frais exceptionnels, les frais extraordinaires. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas finalement une répartition très précise. Donc, pour éviter d'avoir une discussion sur ce point
eh bien, on peut d'ores et déjà anticiper dans son contrat, indiquer que l'emprunteur prendra à sa charge les frais courants. Généralement, on s'entend pour dire que ça correspond au vermifuge, au vaccin et à éventuellement d'autres soins comme par exemple le fait de soigner une plaie ou vraiment des choses bénignes. Et de l'autre côté, on peut préciser et rappeler que le prêteur va garder à sa charge des frais vétérinaires exceptionnels en mettant un certain nombre de détails. Et moi, ce que je vous conseille, après, voilà, c'est juste un avis personnel, mais c'est d'aller jusqu'à mettre un montant au-delà duquel les frais seront pris en charge par le prêteur. Donc ça, c'est vraiment à la discrétion des parties, ça dépend de la valeur du cheval, ça dépend de son utilisation et de ce qui est convenu entre les deux parties. Mais ça me semble être une bonne idée de dire que jusqu'à un certain montant, tous les frais vétérinaires sont à la charge de l'emprunteur et au-delà, les frais seront à la charge du prêteur. Ça limite grandement les risques de discussion et de litige si jamais le cheval est malade ou se blesse pendant l'exécution du contrat. Assurance, alors très rapidement, le prêteur, lui, de son côté, la seule assurance qu'il va conserver à sa charge, ça va être éventuellement l'assurance mortalité, voire l'assurance frais vétérinaires. Ça, c'est quelque chose qui est complètement facultatif, donc à lui de voir s'il souhaite ou non souscrire ce type d'assurance. L'emprunteur, quant à lui, pour se protéger, il faut qu'il souscrive deux choses. La première, c'est la licence, qui me paraît indispensable, même si elle n'est pas obligatoire. La licence va contenir à la fois une individuelle accident qui va couvrir l'emprunteur si jamais il se blesse dans le cadre de sa pratique de l'équitation et qu'il n'y a pas de responsable identifié. La licence contient également une responsabilité civile qui va fonctionner dans le cas où l'emprunteur ou sa monture vont occasionner un dommage à un tiers dans le cadre de la pratique de l'équitation avec le cheval emprunté. Donc ça, la licence, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Si on ne souscrit pas à la licence, il faut s'assurer auprès de son assureur qu'on a une couverture de ce type-là. Et deuxième chose à prendre en plus pour l'emprunteur, c'est une assurance responsabilité civile complémentaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la durée du contrat de prêt, l'emprunteur va être le gardien de l'animal au sens de l'article 1243 du Code civil, c'est-à-dire qu'il sera responsable de tous les dommages que le cheval sous sa garde, le cheval emprunté, va occasionner à des tiers. Donc l'assurance RC va couvrir ce type de situation. Alors évidemment, si le cheval se trouve en pension dans une écurie, l'assurance RC de l'écurie peut aussi fonctionner, mais pour vraiment être sûr et ne pas avoir de problème, d'autant que ce type d'assurance ne coûte généralement pas très cher, l'emprunteur doit quand même de son côté penser à anticiper. Quant à la durée, je vous ai mis deux types de clauses, deux propositions. Là aussi, j'essaie de vous expliquer assez rapidement. Sachez que dans un contrat de prêt, on peut opter pour deux choses. Première situation, on choisit de conclure un contrat à durée déterminée. Donc là, je vous ai mis 1 an, mais ça peut tout à fait être 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être tout ce qu'on veut. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on part sur un contrat à durée déterminée, le principe, c'est qu'on doit aller jusqu'au bout. Donc, sauf accord entre les parties et sauf hypothèse où le cheval ne sera plus du tout utilisable au vu de ce qui a été convenu, eh bien, l'emprunteur et le prêteur doivent effectivement rester engagés jusqu'à la fin. D'où l'intérêt, avant de signer un contrat à durée déterminée, d'être sûr effectivement qu'on ne va pas souhaiter soit récupérer le cheval, soit le restituer à son propriétaire pendant cette durée-là. Deuxième option, on opte pour le contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'il peut être rompu à n'importe quel moment, sans aucun motif, par l'une ou l'autre des parties, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, qu'on peut fixer à 30 jours, ou à plus si on veut, mais en tout cas, effectivement, le contrat de prêt peut prendre fin à tout moment. Donc, ces deux options sont vraiment alternatives. On choisit l'une ou l'autre. On ne peut pas faire un mix entre les deux. Voilà, je vous avertis parce qu'on voit parfois dans des contrats des choses un peu farfelues. Donc, on ne peut pas conclure un contrat à durée déterminée en indiquant que le contrat peut être rompu à tout moment. Ça, juridiquement, c'est pas quelque chose qui est possible.
Donc attention, et surtout avant de vous engager, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Est-ce que le cheval est emprunté pour une échéance particulière, par exemple une participation à un championnat de France à la fin de la saison? Ou au contraire, est-ce qu'on a envie d'être très libre et de pouvoir mettre fin au contrat à n'importe quel moment? Je vais aller un peu vite. Voilà, rapidement, on termine le contrat par la date, la signature, et on fait toujours 2 exemplaires originaux. On passe à la partie responsabilité. Un petit rappel pour le non-juriste sur les conditions de mise en cause de la responsabilité contractuelle. Le principe est très simple. Lorsqu'on est engagé dans un contrat, ça veut dire qu'on a des obligations. Si l'on ne respecte pas ces obligations, potentiellement, on peut engager ses responsabilités à 3 conditions cumulatives. La première condition, c'est une faute, c'est-à-dire une inexécution ou une mauvaise exécution d'une obligation du contrat, un dommage pour l'autre partie au contrat et un lien de causalité entre les deux, ce qui veut dire en fait que l'inexécution du contrat doit être la cause directe et certaine du dommage occasionné à son co-contractant. Le prêteur, de son côté, a 3 obligations principales, donc ça on le retrouve dans le code civil. La première obligation, on en a déjà un peu parlé, je passe assez rapidement pour me focaliser sur les exemples. La première chose, c'est que le prêteur doit remettre son cheval évidemment à l'emprunteur et doit lui laisser la possibilité de l'utiliser conformément à ce qu'on a prévu dans le contrat écrit. Ensuite, le prêteur doit répondre des défauts éventuels qu'avait le cheval et pour lesquels il était au courant, défauts qui sont susceptibles d'occasionner un dommage à l'emprunteur. Ça peut être typiquement le cas où le cheval prêté est un cheval rétif, dangereux, ou voilà, et que le comportement du cheval occasionne derrière un accident à l'utilisateur. Le prêteur était au courant, n'a pas informé, mis en garde l'utilisateur. Potentiellement, il peut engager sa responsabilité. Sachant que j'ai pas trouvé d'exemple sur ce point-là et qu'à mon avis, en termes de preuves, c'est relativement compliqué de rapporter des éléments pour l'emprunteur. Et dernière chose, on l'a dit, le prêteur assume les dépenses extraordinaires, dont les frais vétérinaires exceptionnels du cheval. Un petit exemple sur la responsabilité du prêteur. Donc dans ce cas-là, en fait, le propriétaire du cheval avait mis à disposition son animal, avait conclu un contrat de pré-usage avec un centre équestre. Donc le contrat était à durée indéterminée, ça veut dire que le propriétaire était, comme on l'a vu, en mesure de récupérer son cheval à tout moment. Le centre équestre, de son côté, a décidé de conclure sur le même cheval une demi-pension auprès d'une cavalière du club. Ce qui devait arriver arriva, le propriétaire a souhaité récupérer son cheval, le centre équestre a été obligé de vendre le cheval, n'a pas pu honorer finalement ce qui était convenu avec la cavalière, il n'a pas été en mesure de mettre à disposition de la cavalière le cheval et il a dû évidemment indemniser celle-ci au regard de son impossibilité de mettre à disposition l'animal conformément à ce qui avait été convenu. Et cette cavalière avait pour but de participer, enfin pour objectif de participer au championnat de France et on lui a quand même octroyé 3 000 € au titre du préjudice moral, ce qui est relativement élevé si on se réfère à la jurisprudence en règle générale sur l'indemnisation de ce type de préjudice, et 5 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir participer au championnat qui était visé. Du côté de l'emprunteur, 3 obligations principales également. L'obligation d'assurer, on l'a dit, la garde, la conservation et la sécurité du cheval. Alors, c'est à ce titre-là que on va, à mon avis, avoir pas mal de contentieux et pas mal de questions. C'est la question de savoir, lorsqu'on est emprunteur d'un cheval, qu'est-ce qui se passe si le cheval que j'ai emprunté se blesse, voire décède en cours de prêt.
Au titre de cette obligation de sécurité, sachez que l'emprunteur a ce qu'on appelle une obligation de moyen, qui s'oppose à l'obligation de résultat. Ça veut dire que, en cas de blessure ou de décès du cheval, l'emprunteur n'engagera pas automatiquement sa responsabilité. Il ne l'engagera qu'en cas de faute de sa part ou de négligence à l'origine de la blessure ou du décès du cheval. Cette obligation est considérée, alors il y a quelques fluctuations, mais on va plutôt quand même opter là-dessus parce que c'est la jurisprudence la plus fréquente. Cette obligation de moyens est dite obligation de moyens renforcée. Ça veut dire que pèse sur l'emprunteur une présomption de responsabilité, présomption de faute en tout cas, en cas de blessure du cheval. C'est un régime qui est assez sévère pour lui parce que ça veut dire que tout simplement, en cas de blessure ou de décès du cheval pendant l'exécution du prêt, on va présumer qu'il est responsable et ça va être à lui, s'il veut se dégager de sa responsabilité, de prouver qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de la blessure et qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte d'assurer la sécurité du cheval et d'éviter une blessure, une maladie ou un décès. Sauf que lorsque l'emprunteur ne va pas réussir à rapporter ces éléments de preuve, et notamment lorsque les circonstances de la blessure ou du décès du cheval ne vont pas être clairement établies, eh bien l'emprunteur sera considéré comme responsable. Donc c'est quand même un régime qui pour lui est relativement sévère. Donc quand on est emprunteur et qu'on se retrouve avec une blessure, une maladie ou autre du cheval qu'on a emprunté, il faut tout de suite essayer d'avoir le maximum d'éléments de preuve possibles. En cas de décès, on fait faire une autopsie pour savoir précisément dans quelles conditions le cheval est décédé. Si besoin, on demande au vétérinaire en cas de blessure de faire une attestation. On demande aussi, pourquoi pas au centre équestre dans lequel on monte, ou aux autres cavaliers, ou aux personnes présentes sur le concours, tout ce qu'on peut envisager, de faire des attestations indiquant qu'on a utilisé le cheval de la manière la plus prudente et diligente possible, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour effectivement assurer la sécurité, mais que malgré tout, un accident est survenu. Donc on essaye effectivement de se protéger au maximum. Autre obligation de l'emprunteur, qui paraît évidente, mais pour lesquelles, vous le verrez, on a parfois des contentieux. Obligation de restituer l'animal à la fin du contrat. Ça, je vous l'ai dit aussi quand j'ai parlé de la responsabilité, mais l'emprunteur, lorsqu'il emprunte un cheval par le biais d'un contrat de pré-usage, il aura la garde de l'animal, c'est-à-dire les pouvoirs de usage, direction et contrôle au regard du code civil, et potentiellement il sera responsable de tous les dommages occasionnés par le cheval à des tiers. D'où l'intérêt de souscrire une assurance responsabilité civile pour anticiper ce genre de sinistre. Alors, quelques petits exemples avant de passer aux questions. Cour d'appel de Caen du 4 avril 2019. Donc dans cette décision, un poney avait été prêté à une jeune cavalière en vue de participer au championnat de France. Un dépôt de garantie avait été convenu par les parties d'un montant de 8 000 euros. Alors, à mon avis, 8 000 euros, c'était la valeur qui avait dû être estimée de l'animal pour le cas où il y aurait un problème dans le cadre de l'exécution du prêt. Le poney a été restitué et le prêteur a décidé d'encaisser le chèque de 8 000 euros en indiquant eh bien, que le poney avait été restitué en présentant un certain nombre de problèmes, raideur des membres, bassin coincé, légère inflammation du tendon. Et le prêteur reprochait à l'emprunteur à la fois un défaut de soin du poney et à la fois un usage abusif. Le prêteur, de son côté, a saisi le juge pour obtenir restitution et remboursement de ce montant de 8 000 euros. Dans cette espèce, eh bien, il s'avère que le juge a donné raison à l'emprunteur en examinant à la fois le contrat et la façon dont le prêt s'était déroulé.
Le juge a considéré que l'emprunteur n'avait pas commis de défaut de soin de l'animal parce qu'il avait respecté les obligations de suivi à la fois vétérinaire, maréchal, dentiste et ostéo qui étaient prévues au contrat. L'emprunteur a pu prouver qu'il avait fait venir les différents professionnels et qu'il avait assuré un suivi très régulier par tous ces professionnels. Et par ailleurs, aucun usage abusif de l'animal n'a été prouvé. Le poney a été utilisé à une fréquence tout à fait acceptable et aussi au regard du niveau de la cavalière, des possibilités du poney, donc il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Et le juge a condamné du coup le prêteur à rembourser la somme de 8 000 € à l'emprunteur. Et aucune responsabilité de l'emprunteur n'a été retenue. Autre exemple, toujours un contrat de pré-usage conclu pour un poney. Alors, sachez que dans les contentieux, c'est souvent les poneys de sport qui font l'objet d'un contrat de pré-usage, en tout cas d'un contrat écrit et en tout cas d'une procédure judiciaire lorsqu'on a des difficultés. Après, je pense qu'il y a pas mal de contentieux sur ce sujet-là qui réussissent à se résoudre par une solution amiable. À mon avis, c'est effectivement souvent le cas. Alors, contrat de pré-usage, donc conclu pour une durée d'1 an. Toujours un objectif de concours. La ponette était travaillée et sortie en compétition par la fille de l'emprunteur. La ponette avait été assurée au début du contrat pour un montant de 15 000 €. Ça, c'est important parce que du coup, on avait un certificat vétérinaire attestant, qui avait été transmis à l'assureur et qui attestait du bon état de santé de la ponette au moment de la conclusion du contrat de pré-usage. 6 mois après le début du prêt, la ponette a présenté une tendinite. Le vétérinaire n'a pas immédiatement préconisé un arrêt du travail, mais simplement un travail adapté. La ponette a continué à sortir en concours. Elle participait à la fois à des épreuves de CSO, de dressage et de concours complet. Ensuite, elle a fini par être mise au pré et elle s'est retrouvée avec une tendinite chronique, avec cette fois-ci au minimum 1 an de repos préconisé par le vétérinaire et un pronostic sportif extrêmement réservé et carrément défavorable dans l'hypothèse où les propriétaires souhaiteraient la vendre. Donc les propriétaires ont recherché la responsabilité des emprunteurs en estimant qu'ils n'avaient pas respecté leur obligation de conservation et de sécurité de l'animal. L'emprunteur, on l'a vu, est responsable de la détérioration de la blessure de l'animal. Il est présumé responsable, sauf pour lui à démontrer que cette dégradation n'est pas la conséquence de sa faute. Et dans ce cas-là, eh bien, ils n'ont pas réussi à rapporter cet élément de preuve, ou plutôt la preuve de leur absence de faute, puisque la ponette a bien été utilisée de manière excessive. Je vous l'ai dit, elle courait dans 3 disciplines sur la même saison de concours. Elle sortait en concours de façon très régulière, avec parfois des intervalles de jours insuffisants entre 2 compétitions. D'autant que le contrat écrit de mémoire prévoyait vraiment des impératifs de temps de repos, notamment entre 2 concours complets. Les emprunteurs ont tenté, pour se défendre, de dire que leur fille avait des impératifs de calendrier, de qualification, parce que pour se qualifier et pour faire les championnats de France en fin d'année, elle était obligée de faire un certain nombre de classements et un certain nombre de compétitions. Sauf que les juges ont rejeté cet argument en indiquant qu'il n'avait pas été mis clairement par écrit et qu'il ne s'agissait pas du coup d'une obligation contractuelle. C'était certes un objectif de la cavalière, mais la participation au championnat de France n'était pas un objectif prévu au contrat et une obligation contractuelle finalement. Donc la tendinite, au vu de tous les éléments qui ont été rapportés, la tendinite est bien la conséquence de l'usage abusif qui a été fait par l'emprunteur et leur responsabilité est engagée. Dernier exemple, un exemple assez
c'est original, mais qui existe réellement. Juste pour vous illustrer l'obligation de restitution de l'animal par l'emprunteur, c'est une jument une jument de compétition qui avait été confiée par le pays d'un prêt à usage pour une durée de 4 ans. À l'issue de cette durée de 4 ans, l'emprunteur n'a pas restitué l'animal à son propriétaire. L'emprunteur a mis la jument à la reproduction. Il a même fait naître 2 poulains et les a mis en vente, 7 000 € chacun, si je ne me trompe pas. Et donc le propriétaire et prêteur a saisi le tribunal pour obtenir restitution. La cour d'appel lui a donné raison et lui a aussi octroyé, enfin a condamné l'emprunteur à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance pour lui, propriétaire, de faire reproduire sa jument et de pouvoir vendre les produits. Et là, si vous voyez les dates, ça a été extrêmement long. C'est un contrat le contrat de préusage avait pris fin en 2004 et la décision n'a été rendue qu'en 2012. Voilà, j'en ai à peu près terminé pour ma présentation. Il y a peut-être des choses sur lesquelles j'ai pas forcément trop insisté, mais au niveau du temps, on était un petit peu obligé de se presser. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir dans les questions sur les choses que j'ai pas assez détaillées. Alors, première question. Sommes-nous obligés de remettre une date de fin ou peut-on prévoir une reconduction automatique avec un délai pour arrêter le contrat?